Je m'appelle Sarah, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de la vessie agressif en septembre 2017, à l'âge de 45 ans, et maintenant j'ai 52 ans. Pouvez-vous nous parler de votre expérience lors de l'annonce de votre cancer de la vessie et comment l'avez-vous vécu? Alors, l'annonce d'un cancer de la vessie, déjà, c'est un choc énorme. Savoir que c'est un cancer de la vessie agressif en plus, c'est difficile à encaisser. Donc, je pense que il faut avoir un mental très, très solide. Et je pense que c'était mon cas. Il fallait penser aussi à la famille parce que à l'époque, mes enfants avaient 13, 10 et 7 ans. Savoir comment expliquer le cancer de la vessie à mes enfants. Et puis, gérer un petit peu, je sais que j'aurai 1 an de traitement, etc., ablation, prévoir l'organisation autour de ce cancer de la vessie et tout le parcours. Donc, être bien entouré. Donc, il fallait tout mettre en place. Vous vous rappelez de l'annonce? L'annonce a été faite par l'urologue. Et tout de suite, moi, j'étais assez forte, en fait. Il y avait un moment, je suis rentrée à la maison, je me suis écroulée. À partir de là, ça s'est passé. Et après, c'était le combat et le tunnel avec la lumière au bout du tunnel. Quels ont été les premiers symptômes ou signes qui vous ont conduit à consulter un médecin? Alors, dans mon cas particulier, il y avait 2 signes d'alerte. Il y avait la présence de sang dans les urines, ce qui est le cas dans 80% des cas. J'avais aussi un besoin fréquent d'uriner. Donc il y avait 2 symptômes clés pour moi qui m'ont poussé à consulter. Pour une femme, c'est difficile parce qu'on se dit un peu de sang dans les urines, ça peut être lié aux règles, ça peut être autre chose. Donc c'était les 2 signes qui m'ont fait consulter. Mais il y a d'autres symptômes aussi qu'il faut pas ignorer. Vous avez mis combien de temps avant les premiers symptômes et le fait d'aller consulter? J'ai pas consulté tout de suite. Ouais. Mais et c'était une erreur certainement. Si j'avais à revivre, je pense que c'est important de consulter. Si on a le moindre doute, il faut consulter. Et du coup, quelle a été votre prise en charge? Alors, la première chose, c'était de consulter mon médecin généraliste qui a prévu donc un test des urines, ensuite une prise de sang et une échographie de l'appareil urinaire. Ensuite, il m'a orienté vers un urologue qui a procédé à un scanner. À ce moment-là, je pense que de mémoire, c'était ça. À ce moment-là, on a plus ou moins eu le diagnostic. C'était un cancer de la vessie. Ensuite, il y a eu 2 résections avec les résultats. Et ensuite, on a eu tout le parcours, le protocole qui a été défini. Donc, chimio, ablation de la vessie, ensuite chimio. Donc, tout a été très rapide, tout a été pris en charge très rapidement. C'est très bien. Et je pense que les urologues voyaient chez moi une certaine volonté d'aller assez rapidement. Alors, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés pendant votre parcours? Alors d'un côté, j'étais très très bien épaulée par les médecins, les urologues, oncologues, tout le monde. De l'autre côté, les défis, quand on arrive avec l'annonce d'un cancer de la vessie, il y a énormément de termes techniques. Il y a énormément d'informations. On est un peu perdu en tant que patient. On n'a pas le recul scientifique. C'est pas notre métier. C'est un défi énorme. Est-ce que je suis au bon endroit et je suis suivie par le bon médecin? On se pose énormément de questions. Donc ça, c'est un défi qui est déjà énorme. Ensuite, il y a bien évidemment la perte des cheveux, la perte de poids. Puis ensuite, le dernier point, c'est aussi avec les chimios, le système immunitaire est très affaibli. Donc on a tendance à avoir pas mal d'infections. Et donc il faut faire très très attention à ça aussi. Donc ce sont les défis principaux, oui. Et du coup, comment votre vie quotidienne a-t-elle été impactée par votre cancer de la vessie?
Aujourd'hui, moi, je vis avec une stomie urinaire. Donc, j'ai eu l'ablation de la vessie, j'ai une stomie avec une poche interne. Donc, j'ai une très bonne hygiène de vie. Je suis assez sportive, active. Mais cette stomie urinaire, ça reste quand même un handicap un peu invisible. Parce que je n'ai pas de poche externe. Il y a rien qui montre que je dois faire des autosondages toutes les 2 heures quand même. Je suis reliée à une poche de nuit la nuit. Donc c'est l'impact de ce cancer sur la vie. Et puis on verra si la médecine avance et que j'aurai plus ça, mais pour l'instant c'est ça. Et comment gérez-vous du coup les visites de suivi et la surveillance de votre santé? Je suis à la lettre ce que préconisent les urologues, les oncologues. Il faut respecter les rendez-vous, il faut pas les annuler. Moi, dans mon cas, s'il y a un rendez-vous, j'y vais. S'il y a une prise de sang, j'y vais. Avec ça, il y a la gestion du stress. Parce qu'il y a un scanner de contrôle. C'est un scanner ça peut être des 3 mois, des 6 mois, des première année, deuxième année, troisième année. Le stress est énorme. L'attente des résultats, c'est pas toujours tout de suite, ça peut être 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard. En général, j'arrive à gérer mon stress, mais ce stress-là, en attendant les résultats, c'est difficile à vivre. Même si on fait de la respiration, des exercices de respiration, c'est pas facile. Et dans l'année, vous le voyez combien de fois à peu près votre médecin? Ça dépend. Tout au début, c'était urologue, oncologue, c'était tous les 3 mois, il me semblait. Ensuite, c'était espacé à 6 mois tous les ans. Et maintenant, là où je suis dans le parcours, c'est prise de sang tous les 6 mois. Et je viens de passer un scanner de contrôle, le prochain scanner dans 2 ans. D'accord. Donc, j'ai un suivi avec l'urologue. Avez-vous reçu un soutien psychologique ou émotionnel pendant votre parcours? Et quel rôle ont joué vos proches? Alors, pendant la chimiothérapie, au début, j'ai eu des propositions de suivi psychologique à l'hôpital. Dans mon cas, j'ai pas pris ce soutien psychologique. J'ai peut-être pris 1 heure ou quelque chose, mais j'ai pas estimé que c'était nécessaire pour moi. Mon entourage, un entourage en or, hein. Un mari et une sœur jumelle qui a donné 1 année de 100 ans. C'est avec émotion que j'en parle. Les proches en or, énormément de soutien. Les gens qui viennent de partout pour soutenir les gens qui traversent le monde pour nous rendre visite. Donc c'était c'était excellent quand même. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense qu'il y a les gens qui vivent ce cancer, ils sont très isolés. Donc ils n'ont pas ce soutien-là. Donc je m'estime vraiment très chanceuse. Très chanceuse. Voilà, dans mon cas, j'ai pas ressenti ce besoin de consulter, mais vraiment j'avais pas besoin de demander de l'aide aux gens et ils étaient d'une aide précieuse tout au long du parcours. Donc c'était je suis plein de reconnaissance envers ces gens-là. Du coup, avez-vous participé à des groupes de soutien ou des communautés en ligne? À l'époque du diagnostic, donc c'était en 2017, je me renseignais pour savoir s'il y avait d'autres patients qui avaient eu la même maladie, la même solution, une stomie avec poche interne. Il n'y avait rien. Après coup, en 2021, j'ai appris qu'il y avait une association qui s'appelait Cancer Vessie France, qui faisait énormément de bien, en soutien pour les patients, en sensibilisant le public, dans la prévention, etc., la recherche. Ils sont aussi présents sur Facebook avec une page publique pour le grand public qui s'appelle Cancer Vessie France /les euros. Et ça donne toutes les informations concernant la recherche, les événements, tout ce que l'association fait. De l'autre côté, sur Facebook, il y a un groupe privé uniquement destiné aux patients et aux aidants. Il faut remplir un formulaire
et avoir accès à ce groupe, une plateforme vraiment de soutien où si on a des soucis, on se pose des questions. Le but on n'est pas des urologues, on n'est que des patients, donc il n'y a pas de réponse médicale dans ce groupe, mais c'est vraiment le soutien entre patients, entre aidants. Donc ça a une valeur énorme pour les gens qui écoutent ce podcast et qui cherchent à avoir des informations. Ces 2 pistes-là sont très très bien. Dans ce groupe privé, en tant que patiente, si quelqu'un a besoin des informations concernant la poche interne, je suis là, je donne des informations. Les gens peuvent nous contacter par message privé. Voilà. Donc je considère que j'ai survécu à cette épreuve. Et si je peux aider d'autres personnes à traverser ce parcours, c'est la pierre à l'édifice, c'est la petite goutte d'eau qui fait que ça va aider les autres. Comment votre perspective sur la vie a-t-elle changé depuis votre diagnostic ? Depuis la maladie, je ne sais pas si cette vision de la vie, ça a vraiment changé. J'ai toujours été assez réaliste dans la vie, en disant un peu le carpe diem, on seize the day, et puis on fait un maximum aujourd'hui parce qu'on ne sait pas demain de quoi ça s'est fait. Donc aujourd'hui, vraiment chaque seconde de la journée, je profite un maximum. Mais je l'ai toujours fait. Je sais pas si ce cancer va revenir. Peut-être un jour ça reviendra. Mais du coup, je profite de chaque jour. Et de la même manière, quelqu'un qui est en pleine santé peut avoir un accident demain. Donc, moi, je suis plutôt réaliste en disant, je profite d'aujourd'hui, je fais un maximum. Avez-vous modifié ou changé en fait vos habitudes, votre mode de vie depuis cette épreuve ? En termes de métier, j'ai décidé de changer. J'avais un métier, j'étais chef de projet dans l'informatique et finance. Maintenant, j'ai pas mal de matériel médical pour faire des autosondages et j'ai changé pour quelque chose où je suis mon propre chef. J'ai mes horaires. Donc j'ai changé de métier, mais j'avais besoin de cette flexibilité et puis avec le matériel médical, je fais tout de chez moi. Donc c'est beaucoup plus flexible. Je m'adapte très bien à cette nouvelle vie. Je reste très active. Je fais du sport. Je devrais faire plus de sport, mais c'est vrai que après le traitement, mon oncologue avait demandé si je voulais faire un programme qui s'appelle réhabilitation par le sport, un programme organisé par l'hôpital sur 6 mois. Donc c'était pour se remettre en forme et puis aussi introduire un peu le sport dans la vie au quotidien. Donc j'ai suivi ce programme et depuis je refais du tennis, je marche beaucoup, je fais du vélo, donc assez active. Je pourrais en faire plus, mais je pense que le sport a un rôle très central ou très important dans la vie. Pendant et après. Y a-t-il des conseils que vous aimeriez partager avec des personnes confrontées à un cancer de la vessie ? Ce que je dirais à tout le monde, c'est garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. La recherche, ça avance. Les urologues, la FU, tout le monde fait en sorte, les laboratoires, pour que la recherche avance. Donc il faut garder espoir. Il faut rester actif le plus possible. Si on a la chimio à faire et qu'on a notre vie professionnelle, on essaie de garder le cap, on reste actif professionnellement parlant si on peut, si on a la force pour le faire. C'est pas toujours évident parce que la chimio, première chimio, ça va, deuxième chimio un peu plus difficile, troisième chimio à plat, quatrième chimio complètement, vraiment très très difficile. Troisième point, je dirais, ne restez pas seul, aller boire un verre avec des amis ou inviter du monde à la maison ou à une personne à la maison, mais ne restez pas seul.
parce que le fait de voir du monde, c'est très bien pour le mental aussi. Et puis la vie continue quand même, malgré tout, la vie continue, hein, et c'est très important. Avec cette maladie, hein, on vit différemment, mais on vit. Et on est en vie, donc c'est très bien. Prenez soin de votre vessie. Sang dans les urines, écoutez votre vessie, c'est prévenir le pire. Consultez.